Ce matin, à la Grande Mosquée de Paris, on présente en ce moment même un livre, Musulmans en Occident, pratiques cultuelles immuables, présence adaptée. Un appel à concilier foi musulmane et cadre républicain, mais elle arrive dans un contexte brûlant. Selon l'IFOP, souvenez-vous, en novembre dernier, 44% des musulmans pensent que les règles de l'islam sont plus importantes que les lois françaises sur certaines questions, par exemple l'héritage, l'abattage, d'après une interprétation donc de ce sondage IFOP. Ce livre est-il un rempart contre les dérives ou le signe qu'il est déjà trop tard, juste avant d'avoir Sonia Zadig, juste avant d'avoir Karim Aloum qui est dans le studio d'Europe 1. Je vous propose d'écouter ce reportage sur Europe 1. Parmi les auteurs de ce guide, une commission d'imams, mais aussi des personnalités confrontées à la question de l'intégration de l'islam, comme l'ancien président Nicolas Sarkozy par exemple. Voile, nécessité ou non du mariage civil, antisémitisme, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, assume des points de crispation entre les musulmans et le reste de la société et prône donc une adaptation de la communauté musulmane sans pour autant fixer de principes clairs. Prenez l'exemple du blasphème, le guide se contente d'appeler à la retenue et à la dignité et préconise en possibilité de réponse le respect de l'autre. Sur la question du voile, appelé outil de pudeur, le guide encourage les femmes à accepter de le retirer en milieu professionnel si nécessaire. Autant de compromis pour mettre fin au regard négatif sur les musulmans de France, selon le recteur de la Grande Mosquée. D'après un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD publié en novembre dernier, 69% des Français souhaitent que le voile islamique soit interdit dans l'espace public. Donc voilà, on a entendu Marie-Hélène Trémollet pour Europe 1, donc pour mettre fin un peu peut-être à ce regard négatif qu'on peut porter sur les musulmans. Bonjour Sonia Zadig, vous avez écrit Les enfants perdus de la République. Comment vous voyez l'arrivée de ce livre qui est présenté en ce moment même à la mosquée de Paris ? Alors, en effet, j'interroge ce code de bonne conduite et cette harmonisation des valeurs, parce que finalement, le simple fait de parler d'un code de bonne conduite pour harmoniser les valeurs de l'islam avec celles de la République mérite d'être interrogé. Et moi, je le considérais en tant que psychologue, psychanalyste, comme un symptôme, parce que pourquoi faut-il harmoniser ? Parce que s'il y a harmonisation, c'est qu'il existe une tension préalable. Et peut-être que le seul fait de publier cela reconnaît qu'il y a une tension, c'est-à-dire déjà admet qu'un problème réel ou perçu traverse l'espace social. On reconnaît effectivement qu'il y a une tension. Et vous pensez par exemple que ce livre peut apaiser justement, donc effectivement, vous dites que ça reconnaît qu'il y a des tensions, mais est-ce que vous pensez que ça peut apaiser ? Parce qu'on voit que peut-être effectivement, par exemple, que ce livre dit clairement qu'il faut retirer le voile lorsque c'est interdit. Contrairement à beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos qu'on voit sur TikTok, etc., on voit qu'il y a une sorte de réajustement peut-être de l'interprétation de l'islam avec les valeurs de la République, non ? C'est intéressant que vous... Enfin, nous, c'est pas négociable finalement, c'est-à-dire que finalement la laïcité signifie pas l'effacement des religions pour nous, mais est-ce qu'ils disent que la loi civile est supérieure à toute norme religieuse et qu'il n'y a pas deux systèmes de légitimité à harmoniser dans l'espace public ? Parce que s'ils le disent, ok, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'une loi dans l'espace public, ce n'est pas la charia, celle du droit républicain. Donc, comment peut-on faire, comment peut-on harmoniser deux choses Donc, il y a déjà un problème dès le départ. C'est-à-dire qu'on admet, sans le dire, qu'il y a coexistence de deux lois dans notre pays, et ce n'est pas possible. Parce que, en fait, finalement, pour moi, ce qui serait intéressant, je ne l'ai pas lu, ce guide, mais que le texte d'un tel code, n'est pas son intention déclarée, mais franchement, son rapport à la liberté individuelle. Est-ce qu'il affirme, ce code-là, explicitement que chacun peut choisir son degré de pratique ? Vous savez que j'ai écrit un livre sur les apostats. Est-ce qu'ils disent, et ça, on l'attend depuis toujours, est-ce qu'ils disent qu'il y a une liberté de conscience dans notre pays et qu'un musulman a le droit de quitter sa religion sans ambiguïté, Parce que l'égalité stricte entre hommes et femmes est-elle posée sans ambiguïté ? J'attends de voir. En tout cas... Alors, à votre avis, pourquoi il s'adresse à qui, finalement, ce livre ? Est-ce qu'il s'adresse réellement aux musulmans qui ont besoin d'adapter l'islam peut-être à l'Occident, puisque c'est le titre du livre, ou bien est-ce qu'il s'adresse à ceux qui critiquent les musulmans sans comprendre ? À qui s'adresse vraiment ce livre, selon vous ? Je pense que ça s'adresse à l'opinion publique.
Je pense que les aux responsables politiques, parce que nous sommes bien entendu dans un contexte de controverses récurrentes, et publier un code permet peut-être d'apparaître comme une autorité régulatrice et responsable. Mais c'est quand même un coup de communication, et j'espère qu'il donnera. Parce que moi je suis pour la discussion, il n'y a aucun problème. Mettons-nous à table et dites-nous que pensez-vous de l'égalité homme-femme, que pensez-vous. Mais si juste faire. Tous d'ailleurs, 100% en tout cas des apostats que j'ai reçus, m'ont expliqué qu'une des raisons pour lesquelles ils quittaient l'islam, une des raisons parmi d'autres, c'est le rapport de l'homme à la femme, par exemple. Aussi. Par exemple, oui, ne serait-ce que ça. Alors, est-ce qu'un livre comme celui-ci permet effectivement d'arrondir les angles, d'adapter l'islam? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose. En tout cas, vous parlez de communication et d'esbouf. Oui, en fait, pour moi, la véritable question n'est pas de savoir si l'initiative est bonne ou pas bonne. C'est intéressant qu'il y ait une prise des paroles des religieux. Mais pour moi, la question essentielle est la suivante. Est-ce que ce code, oui ou non, affirme clairement la primauté du droit français, c'est-à-dire l'égalité femmes-hommes, liberté absolue de conscience? Si oui, ok, on peut discuter. Sinon, il n'y a pas d'harmonisation. C'est un slogan, en fait. Parce que la République n'a pas besoin d'être harmonisée. Elle a besoin d'être respectée. Et donc, les religions sont libres, mais cette liberté s'exerce dans un cadre commun qui protège d'abord l'individu. Donc, oui, s'ils veulent discuter radicalement des choses, dans le sens radical au sens étymologique du terme, ok. Mais si c'est juste encore un guide pour apaiser les tensions préélectorales, etc., bon. Oui, j'aime bien le préélectoral. Oui, tout à fait. J'aime bien cette petite remarque préélectorale. Merci beaucoup, Sonia Zadig, auteure du livre Les enfants perdus de la République. Merci infiniment pour votre regard. Gabriel Cluzel, je vous donne la parole dans un instant. On aura Nathalie aussi qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Karim Aloum, vous êtes dans le studio d'Europe 1. J'ai envie d'entendre votre regard. Est-ce que c'est de l'esbrouf? Est-ce que c'est encore un texte pour rien? Est-ce que c'est juste pour apaiser? Est-ce que ça va réellement apaiser les tensions? De quelles tensions s'agit-il? On se posera toutes les questions. On marque une pause, on revient. Et avant de donner la parole à Nathalie qui nous a appelé, Eric Tegner, Gabriel Cluzel, Karim Aloum, vous, lorsque vous voyez ce guide, un code de bonne conduite pour les musulmans de France, comment vous réagissez? J'ai l'impression, en lisant ce livre, j'ai commencé à le lire, c'est que la religion musulmane, les musulmans vivent que leur foi, n'ont pas de soucis, n'ont pas de problème. C'est ce qu'on attend d'une grande personnalité de la grande mosquée de Paris, ce n'est pas de nous expliquer la religion musulmane. Comme il est toujours dans le déni, il manque de courage. Il ne veut pas mettre les pieds dans le plat pour dire qu'aujourd'hui, la religion musulmane est prise en otage par des intégristes, par des islamistes. Il est prise en otage par des gens qui ont détourné cette religion parce que la première victime des islamistes, ce ne sont ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les juifs. Non, pardon, ni les juifs, c'est la religion musulmane elle-même. Elle est complètement déformée. Donc, quand ils disent un exemple... vous dites, Karim Aloum, que c'est une façon détournée, vous êtes sur Europe 1, il est 11h48, que c'est une façon détournée pour ne pas oser dire franchement que les musulmans sont pris en otage par une certaine idéologie et par des islamistes, en fait. Absolument. La religion musulmane et les musulmans sont pris en otage et c'est les premières victimes de ces pratiques. Je vous donne un exemple. Quand il parle du voile, il dit, je l'ai lu, le voile, pour lui, les femmes sont libres. Moi, je lui réponds, monsieur le recteur, non. Le voile est une tenue islamiste. C'est une tenue politique. C'est pas la même chose. Dire qu'ils sont libres, c'est-à-dire que les femmes peuvent continuer. Donc les islamistes peuvent toujours nous expliquer que le voile est un précepte coranique, est une obligation religieuse pour les femmes de le porter. Je lui dis, non, vous vous trompez. C'est une tenue politique. Donc voilà, il manque de courage. Il n'a pas voulu rentrer. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait un truc pédagogique. Je vous donne un autre exemple, flagrant. Il dit le djihad, c'est un effort. Le djihad, il doit aller au Nigeria, ce qui s'est passé mardi, le 3 février. 162 chrétiens ont été assassinés. Il va leur expliquer que le djihad, c'est faire l'effort. Non, le djihad, c'est l'appel à tuer toute personne qui ne réfléchit pas comme les islamistes, y compris les musulmans, bien sûr. Les chrétiens, je peux lui donner beaucoup d'exemples. Quand il dit aussi que la fatwa... Lorsque j'avais reçu effectivement des apostats, ils parlaient effectivement du fait que ça les choquait de voir qu'il fallait tuer ceux qui n'étaient pas musulmans. Absolument, mais il n'a pas le courage de les affronter, parce qu'il a peur de, quelque part, il leur sert la soupe aussi. C'est un exemple, quand il parle de la fatwa, il a dit la fatwa c'est un avis juridique. Ah bon? Les auditeurs qui nous écoutent, ils savent très bien c'est quoi la fatwa. C'est un appel au meurtre. Donc il nous fait un guide, où il nous explique les concepts religieux, mais c'est un travail universitaire.
il n'y a pas de souci, on peut l'expliquer dans l'histoire, il y a eu cette explication. Mais dans la pratique, la fatwa, c'est tuer les gens. Le djihad, c'est prendre les armes et tuer toute personne qui ne respecte pas comme eux. C'est ça qui manque à ce guide. C'est là où il n'a pas de courage. Donc il n'est pas à la page. Aujourd'hui, les musulmans sont en danger. Mais il dit, les musulmans en Occident, mais les musulmans, ils vivent en démocratie, en liberté en Occident. Ils sont libres de croire, de ne pas croire. Les seuls endroits où les musulmans sont libres sont en Occident. Tous les pays musulmans, ce sont des dictatures. Et les musulmans, même dans leurs mosquées, quand ils assistent, ils sont obligés, condamnés d'écouter un discours officiel. En France, il n'y a pas de discours officiel. L'État n'écrit pas les discours pour les imams. Donc, il n'y a pas de souci pour les musulmans en Occident. Au contraire, c'est une chance pour les musulmans. Cette chance, elle n'est pas exploitée. Je vais l'expliquer. Il ne suffit pas, comme il est fait, le recteur de la mosquée de Paris, de s'adapter. Il faut réformer la religion musulmane. Elle est complètement dépassée, elle est prise en otage. Vous pensez, Karim Alloum, qu'il faut réformer la religion, qu'on peut réformer une religion, que l'adaptation, c'est pas un signe d'apaisement, peut-être, pour rappeler les textes? C'est une question, je me pose beaucoup de questions. On a beaucoup d'appels aussi, mais est-ce pour répondre peut-être aux questions juridiques, lorsqu'on se dit effectivement que le voile, est-ce que c'est raciste ou pas lorsqu'on vous dit d'enlever le voile pour aller à l'école, et de rappeler que non, ce sont les règles de la République et qu'il faut les respecter. Est-ce que ça, c'est pas un signe d'apaisement? Et dans le livre, il ne le dit pas comme on vient de l'écouter, c'est qu'il ne dit pas de manière haut et fort. Dire que la République, la loi de la République est supérieure à la loi de l'islam. Il n'a pas ce courage. Donc, il reprend indirectement le discours islamiste. Mais il est un peu feutré, tout simplement. Il est un peu il est civilisé. Mais il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ce discours pour dire que les musulmans sont en otage dans la manière comment on a exploité leur religion, et l'imam, le recteur de la mosquée de Paris, il n'est pas cet homme. Il n'est pas à la hauteur. Il leur sert la soupe quelque part. Parce qu'il valident leur position. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas les valider, il faut se démarquer. Karim Alloum, en direct sur Europe 1. Nathalie, vous nous appelez des Hauts-de-Seine. Vous pensez que c'est un grand coup de com', un peu comme nous disait tout à l'heure Sonia Zadig, auteure du livre Les enfants perdus de la République? Absolument. Bonjour tout le monde. Bonjour. Christine, encore une fois. Bonjour. Oui, j'aime bien ce que dit Karim. Moi, oui, c'est un grand coup de com'. Alors j'ai regardé un peu là, il y a assez peu d'informations qui circulent là-dessus, mais il y a quand même 3 points qui sont très interrogeants. C'est que d'abord, la grande mosquée, elle est quand même à la base dirigée indirectement par l'Algérie. J'ai regardé les personnalités qui ont été incluses dans cette réflexion, qui sur le fond pourrait être une très bonne idée. Plusieurs imams, mais des personnalités politiques aussi, François Hollande, des choses comme ça. Il y a une seule femme, je n'ai vu qu'une seule femme dedans, c'est la gynéco de l'hôpital de Saint-Denis qui a été interrogée. Donc, je serais très intéressée de savoir la parité femmes-hommes dans ce comité rédactionnel et de pensée. De réflexion. En plus de ça, en France, on sait très bien qu'il y a plusieurs sources d'islam. Il y a des salafistes, il y a des sunnistes, il y a énormément de courants islamistes en France, notamment dans les cités. Alors, justement, est-ce que c'est pas bien justement de remettre l'église au milieu du village, si vous permettez l'expression? Le fait qu'il y ait plusieurs islams. Mais sur le fond, ça pourrait être bien, mais qui va lire ce guide? Est-ce que les gens dans les cités vont lire le guide? Je crois pas. Regardez, quand vous voulez vous convertir à l'islam, en un quart d'heure, c'est fait. N'importe qui peut se convertir à l'islam en un quart d'heure. C'est quand même la seule religion où c'est possible. Dans les cités, moi qui vis en banlieue ouest, on sait très bien comment ça se passe. De plus, la grande mosquée est supposée former les imams, mais on n'est pas du tout comme au Maroc ou en Arabie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun courant de pensée d'une seule religion, comme disait Karim. Alors Nathalie, restez en ligne avec nous. Restez en ligne avec nous. On a aussi Marie qui nous appelle, on l'apprend dans un instant. Gabriel Cluzel et Eric Tegner, lorsque vous voyez justement ce livre présenté en ce moment à la Grande Mosquée de Paris pour pouvoir apaiser les tensions avec les musulmans en France, qu'est-ce que cela vous évoque? Premier point, peut-être simplement pour répondre à monsieur, je peux pas laisser dire en tout cas qu'en France, les premières victimes des islamistes, en tout cas dans leur version sanglante, sont les musulmans, puisque on a vu qu'au Bataclan, certains terroristes avaient même fait le tri en disant toi t'es musulman, je te touche pas, toi t'es chrétien ou juif, c'est autre chose. Donc voilà, non, c'est simplement pour préciser
précisé en France dans sa version djihad sanglant. Moi, je vais vous dire, je trouve que la proximité des élections municipales, l'inclusion dans le comité de beaucoup de personnes politiques me paraissent d'une coïncidence extrêmement troublante. Vous savez, la meilleure façon pour les musulmans de montrer, par exemple, qu'ils ne sont pas proches des islamistes aurait été de descendre dans la rue à chaque fois pour dire not in my name, je sais pas comment on dit, voilà, not my name, voilà. Et c'est vrai que ça on l'a jamais vu. En fait, on l'a jamais vu. Donc moi, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir un guide pour dire aux gens non, mais ne vous inquiétez pas. C'est vrai que on voit quand même au municipal, et ça a été largement documenté par Frontières. Du reste, une poussée de gens avec des accointances assez sulfureuses. Et finalement, c'est une façon de dire aux Français n'ayez pas peur, comme dirait un pape célèbre. Et ça, j'ai envie de dire, cette martingale, cette entourloupe, on nous l'a déjà faite plusieurs fois. Éric Tegner, peut-être 10 secondes avant la pause. Nathalie, restez en ligne avec nous, Marie aussi. Oui, ce phénomène, il porte un nom simple, c'est la taquilla. Faire croire que finalement on est modéré alors que derrière il y a un agenda caché beaucoup plus radical. Justement, dans le livre, ils disent qu'ils expliquent ce que c'est que la taquilla, etc. Ils expliquent un peu. Alors, ils font semblant de tout dévoiler et ils ne dévoilent rien. Donc pour vous, c'est faire semblant. C'est de la communication, c'est de l'esbrouf. Totalement. Dans ce cas-là, ils ont condamné toutes les chaînes de fast-food aujourd'hui qui font du 100% halal. Mais si on les interroge, pour eux, ça n'est pas ça de l'islamisme. Or, c'est la vision la plus réelle, la plus pratique de ce qui se passe aujourd'hui. Appelez-nous au Standard d'Europe 1 pour réagir sur ce livre, ce code de bonne conduite pour les musulmans de France. Et pour nous appeler, vous composez le 01 80 20 39 21. Restez en ligne avec nous, Nathalie et Marie, je vous prends juste après la pause. Il est 12h03 sur Europe 1, ravi de vous accueillir. Si vous nous rejoignez à l'instant, dans un instant, nous accueillerons Harold Cobert qui raconte ce qu'il découvre en devenant professeur lorsqu'il passe une année dans l'enseignement privé catholique. Beaucoup de leçons à tirer de ce livre. On en parlera avec lui pour l'évolution de nos enfants, l'évolution de l'éducation. On parlera aussi du chômage avec ce taux de chômage qui a atteint une hausse 7,9% au quatrième trimestre 2025. Son plus haut niveau depuis 2021. Ce sont les jeunes qui trinquent. Pourquoi? Croissance en berne, embauche gelée, fin des aides post-Covid, le marché du travail qui se referme. On en parlera avec Benoît Perrin, notre spécialiste économie, qui viendra dans le studio d'Europe 1 dans un instant. Mais on continue de parler de la Grande Mosquée de Paris qui présente en ce moment même un livre en conférence de presse, Musulmans en Occident, pratique cultuelle, immuable, présence adaptée. En fait, c'est un code de bonne conduite. Est-ce utile? Pourquoi? On en parle avec vous dans le studio d'Europe. Et vous, chers auditeurs, 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. 12h04, bienvenue. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Je vous donne la parole, Karim Aloum, Éric Tegner, vous n'avez pas fini de parler, mais Nathalie, on était en ligne avec vous et vous disiez que, c'était un coup de com', vous disiez que c'était un peu la preuve qu'on n'entend pas les musulmans pour restaurer une forme d'intégrité républicaine, c'est ça, c'est-à-dire? Oui, exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'une dame a dit aussi, c'est qu'on n'entend pas les musulmans manifester dans la rue et dire qu'ils adhèrent pas du tout à ce qui se passe dans les cités d'une manière générale. Moi, j'ai mon assistante qui est musulmane et je lui dis mais quand est-ce que vous allez manifester dans la rue? Ah, mais on peut pas, etc. Sur le fond, les gens ont peur, je pense, parce qu'ils ont peur du regard des autres et il y a encore une fois pas d'uniformité. Ils ont peur du regard des autres ou bien ils ont peur, comme dit Karim Aloum, des islamistes, de ceux qui mettent la pression sur eux. Ils sont pris en otage, c'est ce qu'il disait. C'est ça, ils sont pris en otage. Et moi, ce que je pense, c'est qu'au nom de quoi la Grande Mosquée est légitime? Parce que, comme on le disait, il y a différentes factions en France et que, par conséquent, il n'y a pas un vrai leader musulman. On sait bien que la Grande Mosquée, comme je l'ai évoqué, c'est l'Algérie derrière. On ne parle pas du tout de courant marocain, tunisien ou africain. Donc, regardez, à telle enseigne qu'il y avait le Conseil français du culte musulman qui avait été créé, qui finalement a été un véritable échec, et remplacé par le FORIF, on n'en entend pas parler du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que cette question de guide qui sort là maintenant avec peu de femmes à l'intérieur, j'ai lu aussi quelque chose, Christine, d'intéressant, c'est que le mariage mixte dans ce guide est carrément vilipendé. Ah oui, mariage mixte, vous voulez dire entre noir et blanc? Non, entre un musulman et non musulman. Ah oui. Et non musulman. Il est dit dans le guide que donc c'est pas fait pour apaiser.
Mais c'est pas fait pour apaiser, parce qu'on prend un risque de contaminer indirectement quelqu'un qui est très croyant. C'est quand même la fête au village. Donc c'est quand même dingue. Merci et beaucoup. Ça, c'est un véritable sujet. Et la dernière chose que je voulais dire, Christine, c'est vrai que aujourd'hui, cette question électoraliste, elle est importante. Et si vous regardez sur le site de la Grande Mosquée sur X, eh bien, le recteur était ravi de recevoir Rima Ayad fin mai 2024 en tant que directrice. Rima Hassan, pardon. Rima Hassan, oui, Rima Ayad, c'est vrai. Rima Hassan, fin mai 2024, tout content, et alors même que cette personne est clairement dans une atteinte à la République par son comportement et membre d'un parti classé d'extrême gauche aujourd'hui. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, voilà, la question de la légitimité de la Grande Mosquée, pour moi, se pose de façon très claire, et avant les élections, c'est très interrogeant. Merci beaucoup, Nathalie, pour tous ces points soulignés. À très bientôt, avec grand plaisir, en direct sur Europe 1. Et je rappelle le tweet, par exemple, de Florence Bergeau-Bacléa, le guide des musulmans en Occident, publié par la Grande Mosquée de Paris et publié aux éditions Alborac, comme les principales fatwas, guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, comme Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, Saïd Qutb, l'inspirateur du djihadisme, Youssouf al-Qaradawi, le théoricien du frérisme contemporain, ou comme Tariq Ramadan, un choix assumé, dit Florence Bergeau-Bacléa. Marie, vous appelez de Grenoble. Bonjour Marie, vous dites que depuis les attentats de 2015, vous voyez un peu les choses différemment. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard et quel est le lien avec ce livre publié aujourd'hui de 900 pages? Bonjour Christine, bonjour à toute votre équipe. Je vais être très très grave et j'espère que, mais j'en doute pas que je vais avoir la liberté de m'exprimer sur votre antenne. Je me suis déjà exprimée. Voilà ce qui s'est passé. Depuis 2015, moi, les atrocités, il se trouve que, bon, j'ai non pas touché dans ma famille, mais il se trouve que quelqu'un habitait très très près de l'endroit où ça s'est passé, donc j'ai eu très peur, peu importe. J'ai cherché à comprendre ce qui se passait avec la religion musulmane. Et donc, j'en suis à ma 3e lecture du Coran. J'ai lu les hadiths de façon très très appuyée, pour être tout à fait honnête, sans être conseillé par un imam, si ce n'est que le Coran que j'ai été l'acheter à la mosquée de Paris. Je l'ai devant moi au moment où je vous parle. Ce que je peux vous dire, et je ne cesse sur les réseaux, je suis rentré dans un mode de résistance, comme mes grands-parents ont résisté contre les nazis. Moi, au quotidien, j'essaye de dénoncer, véritablement, je pèse mes mots. Je supplie, je ne sais pas si vous avez fait cet effort-là, Christine, mais faites-le. Je suis engagée aussi en politique, j'essaye d'être engagée en politique, je ne cesse d'inviter les gens à lire le Coran. Il est en français, votre Coran? Oui, moi j'en ai un aussi à la maison, mais racontez-moi, dites-moi. Alors, vous prenez... Alors, je voulais, parce que j'essaye, moi, d'en parler à mes amis qui sont... à mes enfants. Parce que lorsque vous dites que vous êtes entré en résistance, qu'est-ce que vous voulez dire par là, ma chère Marie? Eh bien, je dénonce cette religion. Je vous explique, tout simplement. Je veux bien croire qu'il y a encore des musulmans modérés. Je l'espère. Mais pour vous, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'islam modéré. Il n'y a pas d'islam modéré. Vous avez même des musulmans, ce qu'on appelle des apostats, des gens qui sont d'un courage incroyable, qui maintenant le dénoncent. Quand vous prenez juste un exemple, mais il n'y a pas une sourate qui ne témoigne pas de ça. Vous prenez la sourate du repentir. Quand vous entendez, je vous lis tout simplement, je suis avec vous, rassurez les croyants, je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles, frappez-les à la nuque, frappez-les sur les doigts. Le sort des femmes dans le Coran, nous ne sommes que des objets sexuels. On est loin de la religion de paix et d'amour. Islam veut dire paix. Mais bien sûr, il n'y a pas une once de paix. Pour moi, c'est une religion qui exclut. De toute façon, si on n'est pas musulman, on ne fait pas partie de toute façon de la Oumma, et on est voué à être au minimum, au mieux, soumis et sinon détruit. Donc il faut bien comprendre que cette religion n'a que ça comme objectif. Je pèse mes mots. Je suis catholique. Les catholiques, nous, on a fait des horreurs fut un temps. Mais quand vous prenez les évangiles, c'est de l'amour en barre. C'est sûr. Avec la religion islamique, je vous assure que je sais que vous avez une petite fille. Moi, j'ai une fille qui a bossé comme une dingue pour devenir ingénieure. Elle est brillante. Je vous garantis que si jamais un jour il y en a un qui veut lui mettre le voile, eh ben il trouvera en face et je serai armée jusqu'aux dents. Parce que j'ose le dire. Mais il faut que les Français le comprennent, Christine. On est en train de perdre nos libertés. Et la Takira, mais bien sûr, moi je travaille avec des musulmans. Je ne vous dirai pas là où je travaille parce que j'ai été aussi, par 2 fois, j'ai été attaqué, une fois sur mon lieu de travail, une fois sur la route par des islamistes.
sur le pont de Grenoble et un quand je travaillais dans l'optique. J'ai été attaquée par deux islamistes. Je sais ce que c'est d'avoir un signe où on vous fait signe qu'on veut vous égorger. Donc moi, je n'ai de cesse de supplier la France et les Français de se lever. Vraiment de se lever. Je ne sais pas comment. Vous voyez comme à quel point je suis émue. Oui, mais je sens ça. Oui. Je sens un risque extrême. Je sens votre émotion, Marie. Je sens en plus que, avec grand plaisir, ma chère Marie, on est là pour ça sur Europe 1. Il est 12h11. Merci infiniment de nous avoir appelés. Marie qui nous a appelés de Grenoble. On sent cette émotion. On sent que vous avez été chercher l'information vous-même. Vous avez lu le Coran pour bien comprendre. Et c'est intéressant ce que vous dites, Marie, parce que c'est une sorte d'alerte qu'on entend un peu partout et de l'entendre de la part d'une Française qui vit, qui regarde, qui observe la France et qui dit qu'on est en train de perdre nos libertés. Je pense que la personne ne peut la contredire. Éric Tegner, Karim Aloum, ensuite Gabriel Cluzel et ensuite on a Philippe qui nous appelle. C'est très intéressant ce que disait votre auditrice et il faut vraiment que nos auditeurs comprennent que parfois, on a tendance à se concentrer sur les militants islamistes les plus radicaux. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ces 100 000 personnes côtoyant régulièrement des mosquées qui aujourd'hui sont considérées, par exemple, comme salafistes ou proches des frères musulmans. Mais la véritable inquiétude qu'on doit avoir, c'est sur la masse. Vous savez, un pays, souvent, est jamais transformé par des masses qui vont être radicales. Simplement, les masses qui sont globalement modérées peuvent parfois tomber dans une forme d'extrémisme. C'est comme ça qu'un pays change aujourd'hui. Eh bien, pour analyser les masses aujourd'hui, il suffit de regarder, par exemple, un dernier sondage d'IFOP de l'écran de veille qui montrait que 48% des musulmans en France sont contre le fait de placer l'Organisation des musulmans de France comme étant terroriste. C'est un grand indicateur. Il y a également 23% des musulmans de France aujourd'hui qui se disent proches des frères musulmans. Ça ne veut pas dire que ces 23% de musulmans qui vont être des radicaux, qui, quand vous allez les parler, vous allez vous dire je suis face à quelqu'un qui a l'air vraiment islamiste. Non, le problème, c'est que ce sont des gens qui, en fait, on va se dire, finalement, ça se noie dans la France aujourd'hui. Mais dans les faits, ils font avancer l'agenda politique des frères musulmans. Et là-dessus, personne ne se bat. Parce qu'on a l'impression que l'islamisme, c'est toujours une toute petite minorité. Et qu'il ne faut certainement pas faire d'amalgame aujourd'hui. On marque une pause. Et puis rappelons que ce sondage IFOP en novembre 2025, qui avait sorti beaucoup de chiffres, 33% des sondés pensent que la charia, la loi islamique, devrait avoir vocation à s'appliquer dans le monde entier. On aura Philippe, on aura Claude, on a Karim, Aloum, on a Gabriel Cluzel. On a beaucoup d'appels sur ce sujet. On marque une pause, on revient en direct sur Europe 1. Et vous aussi, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Vous restez bien avec nous. La suite de Christine Kelly et vous, c'est dans un instant. 12h14 sur Europe 1. Benoît Perrin est déjà là, mais il n'y a pas un lien entre le taux de chômage et le livre musulman, Benoît Perrin? Non, il n'y a pas de lien. Donc on attend tranquillement parce qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet encore. Vous êtes patient, Benoît Perrin? Je suis patient. Bon, alors Karim Aloum, dites-moi, moi, vous voyez, lorsque j'entends, on a Philippe et Mireille qui nous attendent en ligne, lorsque je vois, moi, ce livre de 900 pages, j'ai vraiment l'impression que c'est pour apaiser, que c'est pour rappeler les règles de la loi, c'est pour... Et tout le monde dit non. En réalité... Tout le monde dit takia, comme dit Eric Tegner. Oui, en réalité, quand on est malade, on a besoin de médicaments pour se soigner, mais quand le diagnostic est faux, on reste malade. C'est ce qu'il a fait le recteur de la mosquée de Paris. Son diagnostic est complètement faux. Je peux même le qualifier d'une partie de son livre, ça relève de l'islamisme. Parce que c'est quoi l'islamisme en réalité? On en parle matin, midi et soir. L'islamisme, c'est au moment où on quitte la foi, on vient sur le plan social, économique, politique, juridique, c'est de l'islamisme. C'est pour cela que l'islamisme n'a pas un visage, n'a pas deux visages. Il en a 1000 visages. Même les spécialistes qui étudient, que je connais beaucoup d'entre eux, ils se perdent aussi. Parce que sur un seul trottoir, dans un seul quartier, vous pouvez avoir une vingtaine de versions de l'islam. Donc c'est ça le grand problème. Alors, c'est quoi la solution? Ce livre, il cautionne. Qu'est-ce qu'il cautionne? Et cautionne cette progression de l'islamisme en France, en Occident, parce qu'il veut la ramener sur le plan social, juridique et politique. Il cautionne ou il accompagne? Les deux. Il fait les deux. Il y a d'autres qui me gênent beaucoup, qui assument une grande responsabilité de la progression de l'islamisme en France. Ce sont les présidents de la République qui sont présents dans cette commission. Le président Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils assument des grandes responsabilités. Si nous sommes dans cette situation où nos libertés sont en danger, parce qu'ils n'ont pas voulu le combattre, ils l'ont même caressé dans le sens du poil pour avoir des voix. Même Nicolas Sarkozy a organisé le plus grand meeting des frères musulmans en Occident quand il était président. Donc ces gens, toujours, qui ont permis à l'islamisme de se développer, ils sont encore là pour encore
le maintenir, je pense qu'il faut se démarquer. La classe politique de gauche comme de droite, depuis 30 ans, assument une grande responsabilité de la progression de l'islamisme en France. Ils sont disqualifiés pour dire comment les musulmans peuvent se comporter. Aujourd'hui, les musulmans, pour mieux se comporter, c'est de se démarquer de tout ce qui sort de la foi. Au moment où vous quittez la foi, vous êtes de l'islamisme. Karim Aloum en direct sur Europe 1, il est toujours en colère. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'il parle. Je suis en colère contre ces charlatans qui veulent nous expliquer. C'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. On n'a pas besoin de vous, vous les avez cassonnés. François Hollande et Nicolas Sarkozy assument des grandes responsabilités devant l'histoire d'avoir laissé cette pègre financière, cette pègre politique de s'attaquer non seulement aux musulmans, à tous les Français. Aujourd'hui, nous sommes menacés quotidiennement. Et moi, je suis toujours menacé parce qu'on les a laissés, ces voyous, ces charlatans. Parce que la religion musulmane aujourd'hui est dirigée par des charlatans. On les a laissés. C'est pas comme le christianisme ou le judaïsme. On ne laisse pas des gens dire n'importe quoi. On les a laissés. Ils assument une responsabilité. Est-ce qu'il y a eu un code de bonne conduite pour le catholicisme ? Non, mais écoutez, moi, ce qui me frappe, pardon, je vais répondre un peu à côté. Au début, c'était précisément ça que je voulais dire avant que Marie intervienne. Et que je me disais, il n'y a pas eu de cette espèce de besoin d'affronter comme ça dans un code de bonne conduite, parce que la bonne conduite, elle est comprise dans le catéchisme, si j'ose dire. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre la Troisième République et les catholiques, ça c'est pas le sujet. Mais le fait est que notre pays, même lessivé à la laïcité, et chrétien est sur un humus chrétien. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la laïcité a été inventée par cette phrase « il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Non, simplement, je voulais revenir sur l'intervention de Marie, si vous me permettez une minute, parce que je l'ai trouvée extrêmement émouvante. Et moi, vous savez, j'ai pas besoin de code de bonne conduite, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails, frères musulmans, etc. De la même façon que Marie dit « lisez le Coran », moi j'ai envie de dire aux gens « regardez autour de vous ». Dans quel pays une minorité chrétienne vit bien avec une majorité musulmane? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Après, par exemple, ce qui s'est passé au Nigeria. Bah, écoutez, parfois je me demande si on a le droit de dire. Est-ce qu'il y a des juifs dans les pays musulmans? Est-ce qu'il y a des juifs dans les pays musulmans? Il n'y en a pas. Bah voilà. Et est-ce qu'on a le droit de dire que notre pays est guetté par le même sort que ces pays où vivent des minorités chrétiennes en état de Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, on n'a plus le droit de le dire. Si nous sommes des hommes libres, on peut le dire. Mais moi, j'ai dit depuis 30 ans. Mais Gabriel a parfaitement raison. Pardon, Eric. Karim Aloum, on peut le dire, mais on est menacé. Et vous êtes menacé, Karim Aloum. J'ai pas peur d'eux. Ils ne me font pas peur. Parce que la peur, c'est leur force aussi. La liberté d'expression est menacée, la réalité, parce que la peur aussi, c'est leur force. Eric Tegner. Merci. Gabriel a parfaitement raison. La liberté d'expression, pardonnez-moi, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas l'islam, par exemple. C'est-à-dire qu'on a beau critiquer l'islamophobie, et soi-même, on s'est imposé des barrières. Gabriel a raison. Le sujet n'est pas de se dire on va faire une sorte d'islam christianisé. Ça n'existe pas. Ce n'est pas les mêmes religions. Le vrai sujet, c'est la question des masses. À partir du moment où demain on fait venir des millions d'immigrés supplémentaires en provenance de pays musulmans qui vont en plus, faisant plus d'enfants, peu à peu devenir majoritaires tandis que les églises en plus se vident, pardonnez-moi, d'ici une trentaine d'années, il y aura un islam. Et j'ai même envie de dire, ça se trouve, cet islam, il sera soft. Mais moi, j'ai pas envie qu'on soit le Maroc. Parfois, j'ai l'impression, quand on entend des gens qui disent « oui, je lutte contre l'islamisme », qu'en fait, leur rêve, c'est qu'on devienne le Maroc. Voilà, pardonnez-moi, même aujourd'hui, une majorité musulmane dans le pays, si elle était modérée, ça me dérangerait et ça me poserait un problème parce que ça changerait l'identité du pays. Et ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas le droit de décider de ça. On a beaucoup de sujets encore à aborder. Vous faites des phrases trop longues et on a encore des autres. Non, pas vous, Karim Aloum, on va prendre les auditeurs. Mais c'est nous. Et on est survoltés. Valorisons les racines chrétiennes de la France. Eric Tegner, vous dites, voilà, effectivement, le nombre. Mais si la France reconnaissait... déjà, si la France effectivement rénovait ses églises, si la France respectait ses églises aussi, effectivement, peut-être que ça serait cette déchristianisation arrêter cette déchristianisation serait peut-être un des remparts contre cette islamisation. Alors Mireille, vous nous appelez de PACA, Philippe vous appelez du centre. Alors je commence par Mireille. Alors Mireille, vous dites que vous êtes choquée par, bonjour ma chère Mireille, que ce soit une entité religieuse qui se permette de faire ça. Oui, dites-nous. Alors Mireille. oui, moi j'étais en train de lire un article de Monsieur Lenz, qui est donc un grand historien, et je me disais comment ça fait. Fondation Napoléon. Oui. Alors je disais que je suis étonnée depuis que j'ai entendu parler de cette charte que ce soit la grande mosquée qui évite ça. Normalement, c'est pas à l'État de faire ça. Ce sont eux qui ont mené les réflexions, etc. Oui, ça vous interpelle. Parce qu'en fait,
Ça m'interpelle parce qu'en fait, je relisais justement cet article, Napoléon et la politique d'assimilation des Juifs. Il a fait ça par des décrets de mars 1808 sur l'organisation du culte hébraïque. Et suite à ça, ils se sont bien assimilés et il n'y a pas eu de problème. Et là, moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est la Grande Mosquée qui fait cette charte? Très bonne question. Merci beaucoup Mireille de nous avoir appelé de la région PACA. Je vous embrasse, passez une excellente journée. Bonne journée. Sur Europe 1, ma chère Mireille. Philippe, vous nous appelez du centre et vous dites que ce sont les musulmans qui doivent s'adapter à la France et non l'inverse, c'est ça, Philippe? Bien, si on vient chercher la liberté, c'est bien évidemment qu'on aime cet art de vivre à la française, qui est plein de liberté, et on ne voit pas pourquoi certains leaders malfamés, je ne sais plus comment dit ce monsieur là, des malfaisants là, qui viennent imposer une vie différente à leurs femmes et à leurs jeunes. Mais il faut regarder ça d'une manière apaisée. Si on a fait ça 900 pages, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il soit lu. 900 pages, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le lire. C'est pas la petite vidéo TikTok de 10 secondes. Alors, apaisé, mais ferme. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils jouent en usant un petit peu des peurs. Évidemment, sortir des couteaux, égorger et tout, on va transcender les peurs. Pas tous. Mais bien sûr que non, c'est une infime minorité. Mais ils jouent sur les peurs, donc pour soumettre, éliminer les résistances. Ces gens-là travaillent sur le long terme sur notre lâcheté. Ce monsieur a cité 2 présidents de la République. C'est vrai qu'ils ont été lâches. Mais c'est pas eux les premiers. On a été lâches parce qu'effectivement, on devait organiser, mais pas la manière dont ils l'ont fait, en disant rentrez, imposez-nous. Non, en disant c'est comme ça que ça se passe. Si ça ne va pas, vous retournez ailleurs. Vous ne venez pas chez nous pour nous imposer ces choses-là. Sinon, on va vous punir. Et cette lâcheté, c'est une insulte envers les musulmans qui sont venus chez nous pour vivre comme nous, à notre façon, en gardant dans la sphère privée leur religion et en n'imposant rien aux autres. Mais il ne faut pas se leurrer quand même. Il n'y a qu'un islam. Et quand on a lu le Coran, moi je l'ai lu, quand on lit le Coran, c'est toujours un positionnement, puisqu'ils sont arrivés après, ils sont arrivés qu'en 600 et quelques, c'est toujours un positionnement par rapport à ce qu'il y avait avant. Merci, si vous entendez dire si vous voyez... Oui, faites terminer votre phrase quand même, mais on va être en retard. Mais dites-nous, terminez votre phrase. Si vous entendez telle chose, eh bien, eux apportent une contradiction qui généralement est blessante pour la nature humaine. D'ailleurs, nos anciens philosophes qui parcouraient le monde, quand ils sont allés dans ces pays, sont revenus en disant qu'il n'y avait point un pire régime que celui-là envers l'humanité. Merci beaucoup Philippe. En tout cas, je retiens, vous nous appelez du centre, effectivement, qu'on est dans un pays de liberté. On vient chercher la liberté en France et finalement, on veut tordre cette liberté. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Karim Aloum. On n'a pas le temps de continuer à parler de ce sujet.